Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, depuis l'échec du coup d'État intervenu le 21 septembre, les tensions entre militaires et politiciens soudanais se sont exacerbées. Le 30 septembre dernier, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de Khartoum pour manifester leur soutien à la transition compliquée du Soudan vers un régime démocratique. La part du Gabon dans le tourisme mondial est insignifiante au regard de sa dimension géographique et de ses richesses, notamment écotouristiques. Et l'année 2020, marquée par la pandémie de coronavirus, n'a pas amélioré les choses. Les autorités en charge entendent redynamiser ce secteur et se donnent jusqu'à 2030 pour générer près de 200 000 emplois. Et le Niger table également sur la relance de son secteur touristique. La question a fait l'objet d'une réflexion lors de la célébration de la 41e journée mondiale du tourisme qui s'est tenue à Abidjan, Côte d'Ivoire, le 27 septembre. En plus de la pandémie de Covid-19, le pays doit également faire face aux défis sécuritaires. Mais tout d'abord, les délégués du Haut Conseil d'État et de la Chambre des représentants libyens étaient réunis à Rabat au Maroc pour dégager un consensus sur la loi électorale avant les élections présidentielles et législatives prévues pour le 24 décembre 2021. Si les délégations des deux instances rivales en Libye se sont séparées vendredi 1er octobre sans faire état d'un accord sur la loi électorale contestée, elles ont néanmoins appelé la communauté internationale à soutenir le processus électoral en Libye conformément à des lois mutuellement convenues et sur la base des conclusions du dialogue politique libyen. Par ailleurs, elles ont également exhorté la communauté internationale à garantir le respect des résultats des élections en envoyant des observateurs internationaux pour surveiller le bon déroulement de ces scrutins. Mettre fin à tout partenariat avec le Conseil militaire afin de protéger la transition démocratique du Soudan, volonté affichée par les milliers de Soudanais qui ont envahi les rues de la capitale Khartoum le 30 septembre. Les tensions entre les civils et les généraux du gouvernement de transition se sont exacerbées ces dernières semaines suite à l'échec d'un coup d'État. Aujourd'hui, la rue réclame un gouvernement de transition exclusivement civil. Joël Ballot. Khartoum, capitale du Soudan, a été le théâtre de plusieurs manifestations populaires. Ces marches s'inscrivent en faveur d'une transition dirigée par des civils vers la démocratie. Au moins 20 000 personnes étaient réunies sur la place publique. Objectif, bloquer tout coup d'État et instaurer un régime civil. Pour garantir aux Soudanais l'instauration d'un gouvernement civil, le Premier ministre Abdallah Hamdok doit dire de façon claire et sans embâche qu'à la fin de la période de la transition, les militaires rentreront dans les casernes et le pouvoir sera remis aux civils à l'issue d'un processus électoral libre, transparent, autrement dit démocratique, où les politiciens géreront le pays et les militaires protégeront le pays. Au cours des échanges survenus le 30 septembre 2021, soutenus par les forces de la liberté et du changement, les forces de l'ordre n'ont pas manqué de disperser les mouvements de foule à coups de gaz lacrymogène. Une réponse qui crée une nouvelle crise avec les forces de sécurité soudanaises. Le Premier ministre doit organiser un dialogue avec les différentes forces politiques, lequel dialogue va garantir l'issue de la période de transition et surtout garantir que le pouvoir sera transmis aux politiciens, autrement dit aux civils. La deuxième des choses que le Premier ministre doit faire, c'est de lutter efficacement contre la crise économique qui a conduit à la chute du pouvoir du président Omar el-Béchir, laquelle crise économique devient une espèce de carburant pour exacerber les tensions et énerver un peu plus la population. En rappel, le premier ministre du gouvernement de transition soudanais, Abdallah Hamdok, a déclaré aux Nations Unies que la tenue d'élections libres à la fin de la période de transition est de la plus haute importance. Sa mise en place va permettre au peuple soudanais de choisir le gouvernement de son choix. Malgré son fort potentiel, l'industrie touristique gabonaise représente moins de 3% du PIB national. Selon les experts, avec les investissements nécessaires, le secteur touristique pourrait devenir une source de revenus considérable pour l'économie gabonaise, une économie qui par ailleurs essaye de se diversifier afin de réduire sa dépendance aux hydrocarbures. Ameneji.
Au Gabon, l'industrie touristique constitue un levier majeur de développement. Même si elle est tributaire de ressources naturelles, l'économie gabonaise connaît une forte détérioration due à une baisse des recettes publiques, la pandémie du Covid-19 ayant entraîné des dépenses supplémentaires. En 2020, le pays a enregistré un déficit budgétaire de 5,2% du produit intérieur brut contre un excédent de 1,4% en 2019. Pour atteindre donc le statut de destination touristique selon l'OMT, Organisation mondiale du tourisme, il faut faire à l'année 500 000 touristes. C'est-à-dire si 500 000 touristes mettent le cap sur le Gabon, l'OMT va classer donc le Gabon comme destination touristique. Mais personnellement, j'ose croire que par rapport à la population gabonaise, on mériterait de ne pas être très rigide, intransigeant vis-à-vis des normes de l'OMT. Parce que le Gabon, c'est un pays qui a à peine 1 million d'habitants. Vous voyez très bien 100 000 personnes qui sont reçus sur le territoire gabonais. À mon sens, on devrait pouvoir modifier la définition de l'OMT et faire du Gabon une destination touristique. L'inventaire des atouts touristiques au Gabon met en évidence son potentiel concurrentiel dans ce secteur, mais la part du pays dans le tourisme mondial est à ce jour insignifiante car il n'accueille aujourd'hui que 100 000 touristes par an. Il y a des règlements qui ont été pris au niveau de la communauté, notamment la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, pour autoriser le déplacement des personnes, des biens, des capitaux, des marchandises sans visa, mais le Gabon et la Guinée équatoriale font encore partie des 2 pays de l'Afrique centrale qui limitent par les dispositions purement normatives et étatiques le déplacement, la fluidité dans la zone. Et c'est ça qui explique donc que le Gabon n'est pas classé jusqu'ici comme destination touristique au sens de la définition de l'OMT. Que faire? Donc on fait tomber ces barrières-là pour que l'Afrique centrale devienne un seul pays, un seul espace économique. Avec une économie reposant majoritairement sur le pétrole, les minerais et le bois, le pays devrait travailler à encourager les opérateurs touristiques via la création d'agences hôtelières, la diversification de l'offre, la préservation des écosystèmes, puis l'accroissement de la promotion de la destination Gabon sur les principaux marchés émetteurs de tourisme d'affaires. Le Niger souhaite également relancer son secteur touristique fortement impacté par la crise sanitaire et les multiples défis sécuritaires. Pour ce faire, les autorités ont décidé de miser sur le développement du tourisme intérieur. Amenechi. Le tourisme mondial réaffirme sa volonté de faire du secteur un pilier de la croissance inclusive en Afrique. Lors des célébrations officielles de la Journée mondiale du tourisme 2021 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, des dirigeants politiques et chefs d'entreprise se sont réunis autour d'un message de solidarité. Au même titre que les pays participants, le Niger reste conscient de l'importance de l'innovation, des investissements ciblés et du renforcement des partenariats publics-privés pour un secteur touristique plus épanoui. Le tourisme représente à peu près 7% du PIB au Niger. On n'a pas baissé les bras. L'État a pris les mesures. On a vacciné en masse. Le Niger fait partie des quelques rares pays où vraiment le taux du Covid est le plus bas. On a su vraiment mettre les barrières et nous sommes en train donc de développer le tourisme intérieur et aussi le tourisme des conférences. L'amélioration de la situation sécuritaire au Sahel est un préalable au retour du tourisme. Pour rappel, la totalité du territoire nigérien, à l'exception de la capitale Niamey, a été classée en zone rouge par le Quai d'Orsay après une attaque le 9 août dans laquelle 6 Français ont trouvé la mort. Les risques avérés dans ces zones sont incompatibles avec le tourisme selon les observateurs. Mais les autorités du pays rassurent puisqu'elles estiment avoir consenti des efforts et investissements considérables sur le plan sécuritaire. Pour le côté sécuritaire, nous ne sommes pas les seuls. Il y a plusieurs pays qui sont dans notre cas, surtout les pays du Sahel. Donc nous avons su renforcer la sécurité et nous avons choisi certaines zones les plus sûres où vraiment on a investi beaucoup là-dessus et que les touristes peuvent aller en toute liberté, en toute sécurité, les visiter. En 2006, les seules arrivées de touristes comptabilisées à l'aéroport international d'Agadez, environ 5000 personnes, auraient rapporté près de 9 milliards de francs CFA à l'économie locale. Des résultats qui auraient pu être plus importants avec un investissement et la promotion du secteur plus prononcée dans d'autres régions du Niger.
Le cacao était à l'honneur lors de la 7e édition du Salon de la gastronomie qui s'est achevé ce samedi 2 octobre à Antananarive. Classé au 20e rang mondial des pays producteurs de cacao, Madagascar souhaite redynamiser sa filière cacao, une filière à fort potentiel, malheureusement en proie à des difficultés. Les détails avec Joël Ballot. Ce 2 octobre 2021, Madagascar clôture la 7e édition du Salon de la gastronomie qui est axée sur la valorisation des savoir-faire et des produits, à l'instar du cacao. Produit en grande quantité, le cacao malgache peine à contribuer au produit intérieur brut du pays à cause de l'enclavement des zones de production et du prix de vente fixé par les collecteurs qui varie entre 1 et 1,50 $. Il faut que l'État apporte davantage de solutions pour cette filière. L'offre doit être déclinée d'une manière différente. Elle ne doit pas être uniquement dédiée à de l'exportation, elle doit aussi tourner vers de l'économie intérieure en proposant différentes gammes accessibles notamment pour la population malgache. Même si le cacao malgache a une renommée mondiale du fait d'être cultivé sans engrais en 3 variétés, il n'en demeure pas moins que les changements climatiques et l'évacuation de la production menacent la qualité du produit. Actuellement, la Banque mondiale a mis en place un projet de développement qui vise à améliorer l'accès routier dans la vallée du Sambirano qui produit 90% du cacao malgache. Des travaux qui vont permettre l'extension de la chaîne de valeur du cacao en contribuant au produit intérieur brut du pays, estimé à 15,7 milliards de dollars en 2021. Il faut faire soit une rédensification ou une régénération. C'est ça le problème pour les producteurs car nous avons très peu de techniciens pour faire appuyer les paysans. Quand un cacaoyer est vieux, sa productivité diminue et il devient aussi très sensible aux attaques des parasites et aux maladies. Il faut recruter des nouveaux techniciens pour sillonner la brousse. À long terme, l'objectif du Centre national de la recherche appliquée au développement rural est de doubler, voire tripler le nombre de pépinières villageoises. Et grâce à des événements comme le Salon de la gastronomie, les producteurs pourront valoriser leurs produits, améliorer leur rentabilité et par ricochet, augmenter le PIB par habitant, estimé en février 2021 à 554 $. Également dans l'actualité, le procès en appel du journaliste franco-marocain Mati Moundjib a une fois de plus été renvoyé, cette fois-ci au 2 décembre 2021. Pour rappel, le défenseur des droits humains est accusé par la justice marocaine de malversation dans la gestion d'un centre qu'il avait créé pour promouvoir notamment le journalisme d'investigation. Il a été condamné en première instance par la cour d'appel de Rabat à 1 an de prison ferme pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Son comité de soutien dénonce un déni grave du droit. Les médicaments de la rue provoquent chaque année la mort de plus de 100 000 personnes en Afrique. Au Cameroun, l'Ordre national des pharmaciens appelle le gouvernement à assainir le secteur de la vente des médicaments au vu de la prolifération du phénomène. Reportage signé Thierry Ndassa. Malgré les campagnes visant à sensibiliser les populations sur la consommation des médicaments dits de la rue, ce secteur d'activité se porte plutôt bien au Cameroun. Dans la ville de Douala, les points de vente de ces médicaments controversés augmentent au fur et à mesure que la ville grandit. Ces pharmacies de fortune gagnent du terrain plus vite que les pharmacies conventionnelles. Leur cible, ce sont les Camerounais à faible revenu, ne disposant pas d'assez de moyens pour se rendre en pharmacie. Le coût de vie des Camerounais aussi est bas. Les Camerounais n'ont pas assez de moyens pour aller se ravitailler en pharmacie. Autant plus, les mêmes choses qu'ils trouvent en pharmacie, c'est les mêmes trucs qu'ils trouvent ici, là, à des prix un peu plus bas. Et je crois que quand ils viennent d'ici là se ravitailler, je crois qu'ils n'ont pas qu'à trouver son compte. Hors caméra, des clients expliquent qu'ils sont bien conscients des dangers que représente la consommation de ces médicaments. Des risques, le plus souvent liés aux conditions de conservation de ces produits. Cependant, l'argument financier pèse lourd sur la balance. Les médicaments vendus en pharmacie coûtent 2 à 3 fois plus cher que ceux vendus dans la rue. Le contexte économique nous y oblige parce qu'on trouve notre compte au gazon, comme on dit, dans les pharmacies de rue, que d'aller dans les pharmacies ordinaires, puisque ça coûte plus cher. Donc, à un moindre coût, on se soigne et puis on trouve notre compte. Si on ne trouvait pas notre compte, nous ne serons plus allés. Selon l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun, la prolifération de ce business met à mal le développement des officines pharmaceutiques sur le territoire national. Au Cameroun, on forme par an environ 150 pharmaciens. Sans compter
la cinquantaine de pharmaciens qui viennent de l'étranger étant formés. Donc nous avons assez de ressources pour combler. Pour preuve, aujourd'hui dans les villes de Yaoundé et Douala, nous avons à peu près 200 pharmaciens qui attendent ouvrir les officines. Mais quand vous voyez qu'il y a des pharmacies qui n'arrivent pas à supporter la charge, nous voyons mal comment déployer toutes ces officines. C'est vrai, nous faisons l'effort de déployer, mais nous ne déployons pas suffisamment comme nous le souhaitons. L'Ordre national des pharmaciens du Cameroun estime que les ventes illicites de médicaments représentent environ 40% du marché mondial et 50% des médicaments sont vendus illégalement au Cameroun. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.